Catherine déambulait dans les rues désertes de sa ville, chaque pas résonnant avec la profonde tristesse qui s'était nichée dans son cœur. Le monde autour d'elle semblait terne, les couleurs et les sons de la vie quotidienne étouffés par le voile gris du deuil. Pénélope, sa mère et seule famille, avait quitté ce monde il y a quelques semaines à peine, laissant un vide immense qu'il semblait impossible de combler. L'air frais du matin caressait doucement son visage, mais Catherine à peine le remarquait. Son esprit était consumé par les souvenirs de sa mère, des moments partagés dans leur humble maison, où l'amour était toujours abondant, même lorsque l'argent manquait. Pénélope avait été une forteresse, affrontant la vie avec une résilience que Catherine admirait profondément. Maintenant, sans elle, Catherine se sentait comme un navire à la dérive, sans boussole pour guider son chemin. En marchant, Catherine passa devant une petite place, un endroit qu'elle fréquentait ensemble, maintenant rempli de familles et de rires qui semblaient lointains pour Catherine. Elle s'assit sur l'un des bancs en bois, observant le monde avancer, tandis qu'elle semblait prisonnière d'un moment éternel de douleur. « Maman, comment puis-je continuer sans toi ?» murmura Catherine, ses mots presque emportés par le vent. Un vieil homme assis à l'autre bout du banc lui lança un regard compréhensif, mais Catherine à peine le remarqua. Elle était plongée dans ses pensées, se demandant comment elle pourrait reconstruire sa vie maintenant que le pilier qui la soutenait s'était effondré. Dans sa poche, la lettre d'un avocat, encore non ouverte, pesait comme du plomb. Elle savait qu'elle devait la lire, qu'il y avait peut-être des affaires en suspens concernant sa mère à régler, mais l'idée de faire face à la réalité, de reconnaître officiellement que Pénélope était partie, la paralysait. Finalement, rassemblant un brin de courage, Catherine retira la lettre de sa poche, ses mains tremblant alors qu'elle brisait le sceau. Les mots écrits sur cette feuille de papier seraient le premier pas dans un voyage qui changerait sa vie pour toujours, bien qu'elle ne le sache pas encore. À ce moment-là, tout ce que Catherine savait, c'était qu'elle devait affronter l'avenir, peu importe à quel point il semblait incertain. C'était ce que sa mère aurait voulu. Avec la lettre en main, Catherine respira profondément, se permettant de ressentir la présence réconfortante de sa mère dans sa mémoire. « Je vais essayer, maman » promit-elle, une larme solitaire coulant sur sa joue. « Pour toi, je vais essayer. » Et ainsi, le cœur lourd de nostalgie mais avec une lueur de détermination, Catherine commença à marcher de retour chez elle, prête à découvrir les secrets que sa mère avait laissés derrière elle. Le silence de l'adieu de Pénélope ne serait en effet que le début d'une nouvelle narration pour Catherine, remplie de découvertes, de défis, et qui sait, d'un chemin de retour vers la lumière. De retour à la maison qu'elle partageait avec Pénélope, Catherine s'assit à la table de la cuisine, la lettre de l'avocat ouverte devant elle. La douce lumière de l'après-midi traversait la fenêtre, éclairant les mots qui promettaient de changer le cours de sa vie. Le papier, formel et impersonnel, contrastait profondément avec la calligraphie de sa mère, qu'elle était tellement habituée à voir sur de petits billets et des listes de courses éparpillées dans la maison. Chère mademoiselle Catherine Martin, c'est avec un profond respect que nous vous informons d'une affaire testamentaire laissée par votre mère, madame Pénélope Martin. Conformément aux instructions laissées, vous êtes la seule bénéficiaire d'un coffre-fort situé à la banque centrale de la ville, contenant des articles de valeur significative dans le cadre de votre héritage. Catherine relut la lettre plusieurs fois, chaque mot augmentant sa perplexité. Un héritage ? Un coffre-fort dans une banque ? Sa mère avait toujours été une figure de simplicité et de modestie, vivant une vie sans luxe ni extravagance. D'où venait cet héritage mystérieux ? Et pourquoi Pénélope n'en avait jamais parlé ? Avec la lettre en main, Catherine décida qu'elle avait besoin de réponses. Le lendemain, elle se rendit à la Banque centrale, un imposant bâtiment au cœur de la ville. Son cœur battait fort, non seulement dans l'anticipation de ce qu'elle pourrait découvrir, mais aussi dans le sentiment d'entrer dans un monde inconnu, un monde que, d'une manière ou d'une autre, sa mère connaissait bien. À son arrivée, elle fut accueillie avec la formalité typique de ces institutions. « Comment puis-je vous aider ?» demanda un employé, la regardant par-dessus ses lunettes. Catherine remit la lettre, sa voix vacillant légèrement. « J'ai reçu cette lettre concernant un coffre-fort qui appartenait à ma mère, Pénélope Martin. Je suis Catherine Martin, sa fille. » L'employé tapa quelque chose sur l'ordinateur, ses yeux parcourant rapidement l'écran. « Et ah, oui, voilà. J'aurais besoin d'une pièce d'identité et de la clé du coffre, s'il vous plaît. » « La clé du coffre ?» répéta Catherine, confuse. La lettre ne mentionnait aucune clé. Voyant sa confusion, l'employé expliqua que la clé était nécessaire pour accéder au contenu du coffre, mais qu'il pourrait vérifier s'il y avait des procédures alternatives dans des cas comme le sien. Catherine acquiesça, l'esprit rempli de plus de questions. En attendant, elle ne put s'empêcher de se demander quel secret sa mère avait caché. Qui avait-il dans ce coffre ?
Pourquoi sa mère n'en avait jamais parlé? Et qu'est-ce que Pénélope avait encore dissimulé pendant toutes ces années? À chaque instant qui passait, Catherine se sentait plus déterminée à percer les mystères laissés par sa mère. Elle savait que le chemin devant elle serait rempli de découvertes étonnantes et peut-être même de défis. Mais elle était prête. Prête à connaître la vérité sur Pénélope, peu importe ce qu'il faudrait découvrir. Après quelques moments tendus et une série de vérifications de sécurité, la banque parvint à trouver une solution au problème de la clé du coffre. Un gestionnaire accompagna Catherine au sous-sol, où les coffres-forts étaient alignés dans des couloirs silencieux et imposants. Le cœur de Catherine battait fort, chaque pas résonnant dans sa poitrine avec la promesse de révélations imminentes. Arrivé devant le coffre numéro 2045, le gestionnaire utilisa une clé maîtresse pour permettre l'accès, précisant que Catherine serait la seule à toucher aux articles à l'intérieur. Avec des mains tremblantes, elle tourna la petite clé que le gestionnaire lui avait remise, et avec un léger clic, la porte du coffre s'ouvrit. À l'intérieur, une petite boîte en bois reposait, son extérieur simple cachant les trésors qu'elle contenait. Catherine souleva le couvercle, et son souffle se perdit devant la vue qui se déploya. Des bijoux scintillants, des bagues, des colliers et des broches incrustées de pierres précieuses remplissaient la boîte, reflétant la faible lumière du couloir dans 1000 couleurs. Pour un instant, Catherine a oublié de respirer, émerveillée et confuse par la découverte. Parmi les bijoux, une lettre pliée attira son attention. Avec des doigts hésitants, elle la prit et l'ouvrit, découvrant la calligraphie familière de sa mère. Pour Catherine, commençait la note, « Si tu lis ceci, cela signifie que je suis déjà partie. Ces bijoux sont ton héritage, un legs de génération que j'ai conservé pour toi. Mais, plus important encore, il y a quelque chose que j'ai besoin que tu fasses. » La note continuait, indiquant une adresse dans une ville lointaine, avec des instructions pour que Catherine emmène les bijoux là-bas, sans plus d'explications. Catherine relut la lettre plusieurs fois, chaque mot augmentant le tourbillon d'émotions en elle. Surprise, confusion et une curiosité accablante se mélangeaient. Les bijoux, éblouissants de beauté, étaient un mystère, une pièce d'un puzzle qu'elle ne savait même pas exister. Et l'adresse mystérieuse ajoutait simplement plus de couches à la question. Qu'est-ce qui ou qui l'attendait là-bas? Et pourquoi sa mère, toujours si réservée sur son passé, avait-elle préparé tout cela en secret? Les questions tournoyaient dans l'esprit de Catherine alors qu'elle fermait la boîte et se préparait à quitter la banque, les bijoux de sa famille en sécurité dans son sac. La découverte dans le coffre non seulement éclairait des aspects inconnus de la vie de sa mère, mais ouvrait également une nouvelle voie pour Catherine, une voie remplie de mystères à dévoiler et de vérités à découvrir sur sa propre histoire. Avec la lettre et les bijoux en main, Catherine savait qu'elle ne pouvait pas ignorer le dernier souhait de sa mère. Déterminée, elle décida de suivre les instructions de la lettre, emmenant les bijoux à l'adresse indiquée. C'était un voyage qui promettait non seulement de révéler les secrets de son héritage, mais aussi de la confronter à des aspects de son identité et de sa famille qu'elle n'avait jamais imaginés. Tandis que Catherine plongeait dans un monde de découvertes et de mystères, un complot sombre se déroulait en coulisses à la Banque centrale, avec Christophe Dubois, le directeur, au centre de celui-ci. Christophe, un homme à l'apparence distinctive et au charme superficiel, cachait sous sa façade une nature cupide et malhonnête. Depuis des années, il détournait des fonds et manipulait les registres bancaires à son avantage, toujours un pas en avant d'être découvert. L'héritage inattendu de Catherine n'était pas passé inaperçu pour Christophe, qui voyait dans la fortune en bijoux une opportunité en or pour résoudre ses problèmes financiers de plus en plus compliqués. Planifiant d'agir rapidement avant que Catherine ne puisse transférer l'héritage, Christophe contacta un gang local, connu pour ses méthodes brutales et son efficacité dans les exécutions silencieuses. En échange d'une part du trésor, ils aideraient Christophe à s'emparer des bijoux, en veillant à ce que toutes les pistes mènent à un simple vol. Cependant, les plans de Christophe n'échappaient pas à tous. Sébastien, un garde de sécurité récemment embauché par la banque, commença à remarquer le comportement étrange du directeur. Avec une carrière militaire avant de rejoindre la banque, Sébastien possédait un sens aiguisé du détail et une intuition pour détecter quand quelque chose n'allait pas. Les rencontres fréquentes et secrètes de Christophe avec des individus suspects, l'anxiété à peine dissimulée et les visites nocturnes à la banque étaient des indices qui ne pouvaient être ignorés. Jour, après la fermeture de la banque, Sébastien décida de suivre Christophe, en gardant une distance sûre. Il le vit rencontrer deux hommes dans une ruelle mal éclairée, leur conversation animée et leurs gestes précipités suggérant l'urgence de leur plan. Même s'il ne pouvait pas entendre les mots exacts, la nature de la réunion était claire. Christophe conspirait avec des criminels, et Sébastien savait qu'il y avait quelque chose de précieux en jeu inquiet pour la sécurité de l'héritage de Catherine, et par extension, pour la sienne propre, Sébastien décida d'agir.
Cependant, il savait qu'il avait besoin de preuves tangibles avant de pouvoir confronter Christophe ou alerter les autorités. Planifiant soigneusement ses prochaines actions, Sébastien commença à documenter tout ce qu'il observait, les horaires, les descriptions des personnes impliquées et toute activité suspecte liée à Christophe. Pendant que Catherine se préparait à percer le mystère laissé par sa mère, un réseau de dangers et de trahison se tissait autour d'elle, avec Sébastien comme sa seule et inattendue ligne de défense. Déterminé à protéger Catherine de tout mal, Sébastien était prêt à affronter les sinistres plans de Christophe, même si cela signifiait mettre sa propre sécurité en danger. Dans une nuit qui promettait d'être comme les autres, Catherine quitta la banque, totalement inconsciente du danger qui l'attendait. Les bijoux de son héritage, désormais un lourd secret dans son sac, semblaient émettre leur propre lumière, une promesse de découverte future, inconnue d'elle, un danger imminent. Christophe, avec ses plans méticuleusement élaborés, avait donné l'ordre. À l'ombre de la nuit, des silhouettes dissimulées se positionnèrent, prêtes à attaquer au bon moment. Le cœur de Catherine était léger, occupé par des pensées sur l'adresse mystérieuse laissée par sa mère, sans savoir que chaque pas la rapprochait du danger. C'est alors que Sébastien, poussé par un sens de la justice et une préoccupation sincère, décida de prendre un chemin différent après son service, un chemin qu'il savait intuitivement qu'il devait suivre. Ses soupçons furent confirmés en voyant la silhouette de Catherine marchant seule, et les ombres menaçantes se déplaçant furtivement vers elle. Dans un acte de courage impulsif, Sébastien accéléra le pas, atteignant Catherine juste avant que les agresseurs n'émergent des ombres. « Catherine, fais attention !» cria-t-il, la tirant sur le côté, juste au moment où les silhouettes sautaient à l'attaque. Ce qui suivit fut un chaos de mouvements et de voix. Sébastien, avec l'habileté acquise au fil des ans de formation militaire, affronta les agresseurs avec une détermination féroce. Catherine, de son côté, resta à ses côtés, choquée et paralysée par le soudain revirement des événements. Malgré la supériorité numérique, les agresseurs n'étaient pas préparés à la force et à l'habileté de Sébastien, qui parvint à les maîtriser avec une série de mouvements précis et contrôlés. La confrontation fut brève, mais intense, se terminant par la retraite des agresseurs, vaincus par la résistance inattendue. Dans le silence qui suivit, Catherine regarda Sébastien, une mélange de gratitude et d'admiration dans ses yeux. « Tu m'as sauvé » murmura-t-elle, sa voix tremblante d'adrénaline. Sébastien, essoufflé mais composé, acquiesça simplement de la tête. « Ce n'était pas juste de te laisser affronter ça seul, dit-il, la préoccupation évidente dans sa voix. Et il y a des gens dangereux qui convoitent ton héritage. Tu dois faire attention. » Cette rencontre nocturne, marquée par le danger et le sauvetage, fut le début d'une connexion inattendue entre Catherine et Sébastien. Unis par un moment de crise, ils partageaient désormais un lien, un secret silencieux forgé à l'intersection de leur vie, jusqu'alors parallèle. Dans les jours qui suivirent, Sébastien devint le protecteur non officiel de Catherine, déterminé à assurer sa sécurité alors qu'elle naviguait dans les eaux agitées de sa nouvelle réalité. De son côté, Catherine se sentait de plus en plus attirée par Sébastien, non seulement par gratitude, mais aussi par une admiration croissante pour sa force et son intégrité. Ensemble, ils affronteraient ce qui viendrait, unis par une nuit qui changea tout, rapprochant deux étrangers de manière inattendue. Avec la promesse de dévoiler les secrets laissés par sa mère, Catherine, accompagnée de Sébastien qui insistait pour assurer sa sécurité, se dirigea vers l'adresse mystérieuse. Leur voyage les emmena loin de l'agitation de la ville, vers un paisible quartier résidentiel, où les maisons espacées racontaient des histoires de vie discrète et de privilèges silencieux. L'adresse les conduisit devant une imposante demeure, dont les portails en fer forgé s'ouvraient sur un vaste jardin, méticuleusement entretenu. La structure élégante de la demeure, avec ses pierres immaculées et ses fenêtres brillantes, semblait résonner du passé, un morceau d'histoire préservé dans le temps. Le cœur battant fort, une combinaison d'anticipation et de nervosité l'envahissant, Catherine appuya sur la sonnette. Peu de temps après, la porte s'ouvrit, révélant une femme d'un certain âge, dont la posture droite et le regard pénétrant témoignaient d'une vie riche en expérience et en autorité. C'était Amélie Durand, la matriarche de la famille Durand, qui regardait curieusement Catherine et Sébastien. « Puis-je vous aider ?» demanda Amélie, sa voix empreinte d'une douceur et d'une fermeté caractéristiques. Catherine, un peu hésitante, tendit le billet qu'elle avait trouvé avec les bijoux. « Je suis Catherine Martin. Je crois que ma mère, Pénélope Martin, vous était connue, commença-t-elle, prenant confiance à mesure qu'elle parlait. En mentionnant Pénélope, une légère modification se produisit dans l'expression d'Amélie. Ses yeux s'adoucirent et un soupir presque imperceptible s'échappa de ses lèvres. Pénélope, murmura-t-elle, un tourbillon d'émotions traversant son visage. Entrez, ma chère, vous devez avoir beaucoup de questions.
Conduits dans une pièce élégamment meublée, où le temps semblait s'être arrêté, Catherine et Sébastien furent présentés à Jacques Durand, le patriarche, dont la présence imposante était adoucie par des yeux pétillants d'intelligence et une chaleureuse hospitalité. Avec une atmosphère chargée d'attente, Amélie et Jacques commencèrent à dévoiler l'histoire qui avait été cachée pendant tant d'années. Pénélope, révélèrent-ils, était en réalité Pénélope Durand, la seule fille des Durand, et une héritière d'une vaste fortune et d'un héritage de prestige. Dans sa jeunesse, se rebellant contre les attentes et le futur préalablement déterminé par sa lignée, Pénélope s'enfuit avec un homme qu'elle aimait, un homme que les Durand considéraient inadéquat pour elle. La révélation choqua Catherine, qui avait toujours connu la vie de sa mère comme celle de la simplicité et de la lutte, loin des contours de richesse et de privilèges suggérés par les Durand. Pénélope avait choisi l'amour et la liberté au détriment de son héritage, payant le prix avec des années de difficultés. Elle nous a laissés derrière, dit Jacques, la tristesse tintant sa voix. Mais nous ne l'avons jamais oubliée, et nous avons toujours espéré son retour. En regardant Catherine, il était clair à quel point elle ressemblait à Pénélope, un reflet de sa beauté et de sa force. Amélie s'approcha, touchant doucement le visage de Catherine. « Tu es l'héritage de ta mère, son héritage le plus précieux, dit-elle, les yeux brillants de larmes non versées. » En ce moment de révélation et de reconnexion, Catherine se trouva non seulement à dévoiler les secrets de sa mère, mais aussi à découvrir une nouvelle famille. Bien que le passé ait été marqué par la fuite et l'éloignement, le présent offrait une chance de guérison et de renouvellement des liens familiaux, une opportunité de réunir deux parties d'une histoire longtemps séparée. Après les révélations émouvantes à la demeure des Durand, Catherine et Sébastien retournèrent à la routine quotidienne, mais avec une nouvelle compréhension des dangers qui les entouraient. Christophe Dubois, le directeur de la banque dont les intentions malveillantes avaient été brièvement interrompues, n'était pas prêt à laisser ses plans être si facilement contrariés. L'échec du braquage avait non seulement attisé sa colère, mais l'avait aussi fait réaliser qu'il y avait une menace inattendue à sa conspiration, Sébastien. Dans les couloirs silencieux de la banque, un affrontement se préparait. Christophe, avec sa colère mal contenue sous une façade de professionnalisme, convoqua Sébastien dans son bureau, fermant la porte derrière eux d'un geste décisif. « Sébastien, tu deviens un problème », commença Christophe, sa voix basse et menaçante. « Il semble que tu aies un intérêt particulier pour Mademoiselle Martin et son héritage. » Sébastien, se tenant devant le bureau de Christophe, resta calme. « Mon seul intérêt est de garantir la sécurité des clients de cette banque, » répondit-il, sa posture inébranlable. Christophe rit, un son dépourvu d'humour. « Ne me prends pas pour un imbécile. Tu t'es immiscé dans des affaires qui ne te regardent pas. Je te suggère de rester à l'écart, pour ton propre bien. » Sébastien, dont l'engagement envers la justice était plus fort que toute menace, serra simplement les lèvres. « Si tu es impliqué dans quelque chose d'illégal, je ne reculerai pas. Je protégerai Mademoiselle Martin, quoi qu'il en coûte. » L'air entre les deux hommes était chargé de tension, une bataille de volonté qui se déroulait en silence. Sébastien sortit du bureau de Christophe avec une détermination renouvelée, conscient des risques, mais ferme dans son dessein. Pendant ce temps, à la demeure des Durand, Catherine faisait face à ses propres vérités. Assise avec Amélie et Jacques dans la même pièce où ils avaient partagé l'histoire de sa mère, Catherine cherchait des réponses plus profondes. Pourquoi ma mère n'est-elle jamais revenue ? Pourquoi a-t-elle choisi de vivre cette vie, loin de tout cela ? Demanda Catherine, une mélange de curiosité et de douleur dans sa voix. Amélie échangea un regard significatif avec Jacques avant de répondre. Pénélope était fière et passionnée. Après son départ, nous croyons que la fierté l'a empêchée de revenir, même lorsque les choses sont devenues difficiles. Elle voulait prouver qu'elle pouvait faire ses propres choix, même si cela signifiait vivre une vie loin de la richesse et du confort qu'elle aurait pu avoir ici. Jacques ajouta, « Nous avons essayé de la retrouver, plusieurs fois. Mais Pénélope était douée pour se cacher, et après ta naissance, elle est devenue encore plus déterminée à rester cachée, pour te protéger, nous croyons. » Les paroles de ses grands-parents ont offert à Catherine un nouvel aperçu de la force et de la détermination de sa mère. Elle a commencé à comprendre que le choix de Pénélope pour une vie plus simple n'était pas un abandon de son héritage, mais plutôt une affirmation de son indépendance et un acte d'amour pour sa fille. Avec ces vérités, Catherine a ressenti une connexion plus profonde avec sa mère, une appréciation pour ses choix et les sacrifices qu'elle a faits. Et, avec Sébastien à ses côtés, affrontant ses propres défis pour la protéger, Catherine s'est sentie renforcée pour affronter ce que l'avenir lui réservait. Alors que le crépuscule enveloppait le manoir des Durand, la douce lumière des bougies éclairait la pièce où Catherine était réunie avec Amélie et Jacques.
L'atmosphère, chargée d'un silence plein d'attente, était le cadre parfait pour le récit qui allait se dérouler, une histoire qui s'entrelaçait avec les racines profondes de la famille Durand et la vie de Pénélope elle-même. Amélie a commencé, sa voix évoquant des souvenirs d'un passé lointain mais jamais oublié. Pénélope a toujours été notre joie, un enfant plein de vie et de détermination. Quand elle est tombée amoureuse, c'était avec l'intensité qui caractérisait tout ce qu'elle faisait. L'homme pour qui son cœur battait était quelqu'un que nous, en tant que parents, considérions comme inadapté pour elle, quelqu'un d'un monde très différent du nôtre. Jacques a continué, ses yeux perdus dans la flamme d'une bougie voisine. Elle était déterminée à suivre son cœur, peu importe nos préoccupations. Quand nous avons réalisé, Pénélope avait disparu, choisissant l'amour et la liberté par-dessus tout. Elle a emporté avec elle non seulement un morceau de nos cœurs, mais aussi les bijoux de famille, des héritages de générations qu'elle savait avoir une valeur inestimable. Pendant des années, nous n'avons rien su de son sort et a ajouté Amélie, une note de tristesse dans sa voix. Ce fut une période de profonde angoisse pour nous. Mais nous n'avons jamais perdu espoir qu'un jour notre chère Pénélope reviendrait, ou que nous aurions au moins des nouvelles d'elle. Catherine écoutait, absorbée, alors qu'une image de sa mère commençait à se former dans son esprit, une femme de courage et de conviction forte, prête à affronter les adversités au nom de l'amour. Elle a réussi, a trouvé le bonheur, et a demandé Catherine, la voix étranglée par l'émotion. Dans une certaine mesure, oui, et a répondu Jacques, un léger sourire traversant ses lèvres. Pénélope a trouvé le bonheur dans la vie qu'elle a choisie, surtout après ta naissance. Mais ce n'était pas facile. La vie qu'elle a choisie était pleine de difficultés. Elle a travaillé dans des emplois qui exigeaient beaucoup physiquement et qui payaient peu, luttant toujours pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu'aux tiens. Quant aux bijoux et a intervenu Amélie, elle les a cachés, non pour elle-même, mais comme un héritage pour toi, Catherine. Pénélope voulait s'assurer que, même si elle ne pouvait pas t'offrir une vie de facilité, il y aurait quelque chose de précieux qui t'attendrait. L'histoire de Pénélope, telle que racontée par Amélie et Jacques, dressait le portrait d'une femme qui, malgré les choix difficiles et les conséquences de ses actes, est restée résiliente et fidèle à ses valeurs. Pour Catherine, chaque mot tissait une compréhension plus profonde de sa mère, une appréciation pour la force et l'amour qui ont guidé ses décisions. La nuit avançait alors qu'Amélie et Jacques partageaient davantage sur les années de silence et d'attente, sur la douleur de la perte et la beauté de l'espoir qui ne meurt jamais. Pour Catherine, ces récits n'étaient pas simplement des révélations sur le passé, ils étaient les fils qui tissaient sa propre identité, la reliant aux racines profondes d'une famille qu'elle commençait à peine à connaître. Alors que la vérité sur le passé de Pénélope était lentement dévoilée, une menace plus imminente commençait à prendre forme, alimentée par la détermination inébranlable de Christophe à s'approprier les bijoux de Pénélope. Malgré l'échec initial, sa cupidité ne faisait que croître, le poussant à concevoir un plan plus audacieux et dangereux. Dans son bureau, sous le couvert de la nuit, Christophe était plongé dans des pensées sombres, traçant chaque détail de son dernier plan. Il savait que ce pourrait être sa dernière chance d'obtenir les bijoux, et il était prêt à tout risquer. Les ombres projetées par les lumières de la ville clignotaient sur son visage, reflétant l'obscurité de ses intentions. Avec les doigts tapotant sur la table, Christophe prit le téléphone et composa un numéro familier. « C'est l'heure, dit-il, sa voix empreinte d'urgence. « Préparez-vous. Nous passerons à l'action demain soir. » De l'autre côté de la ligne, son ordre fut accueilli par un sinistre silence, le genre de silence qui précède la tempête. Le plan de Christophe était simple, envahir le manoir des Durand sous le voile de la nuit, profitant de l'élément de surprise pour surmonter toute résistance. Il savait que Catherine serait là, probablement avec les bijoux. C'était un risque calculé, mais Christophe était convaincu que le prix en valait le danger. Pendant ce temps, Catherine et sa famille récemment découverte restaient inconscients du danger imminent. Dans les jours qui ont suivi son arrivée au manoir, elle s'est retrouvée prise dans un tourbillon d'émotions, essayant de traiter les révélations sur sa mère et l'accueil chaleureux des Durand. La nuit choisie par Christophe est arrivée, apportant avec elle une tranquillité tendue. Le manoir des Durand, habituellement un phare de tranquillité, était sur le point de devenir le théâtre d'une confrontation sombre. Alors que l'obscurité s'approfondissait, des silhouettes encapuchonnées s'approchaient silencieusement des portes du manoir, chaque mouvement calculé avec précision. Dans son bureau, Christophe attendait des nouvelles, l'anticipation bouillonnant en lui. À l'intérieur du manoir, Catherine partageait un moment paisible avec Amélie et Jacques, discutant des plans pour l'avenir et des possibilités qui s'offraient désormais à elle. La paix de cette réunion familiale, cependant, était sur le point d'être brutalement interrompue. Le premier signe de danger est venu sous la forme d'un son subtil, presque imperceptible, venant de l'extérieur de la maison.
Sébastien, toujours vigilant, fut le premier à s'en rendre compte. « Quelque chose ne va pas » murmura-t-il, se levant brusquement. Avant qu'il ne puisse réagir, les sons de verres brisés et de portes forcées résonnèrent à travers le manoir. Christophe avait lancé son attaque. Ce qui suivit fut une bataille désespérée pour la sécurité et l'avenir de Catherine. Chaque seconde était chargée de danger, avec Sébastien et les Durand luttant pour protéger ce qu'ils chérissaient le plus. En affrontant l'invasion, Catherine réalisa la magnitude du danger que représentaient les bijoux. Mais plus que cela, elle vit la valeur inestimable de la famille qu'elle venait de trouver, une famille prête à risquer le tout pour elle. Cette nuit-là, le passé de Pénélope et l'héritage qu'elle avait légué à sa fille se sont heurtés à la cupidité sans limite de Christophe, déclenchant une série d'événements qui définiraient l'avenir de Catherine et renforceraient les liens qui l'unissaient désormais à la famille Durand. La nuit dans le manoir des Durand était devenue un véritable chaos, avec l'invasion orchestrée par Christophe en plein essor. Sébastien, dont l'intuition et la formation militaire lui permettaient de pressentir le danger, a agi rapidement, se mettant entre Catherine et les assaillants, déterminé à la protéger à tout prix. Au moment où les premiers bruits d'intrusion ont déchiré le silence de la nuit, Sébastien était déjà en mouvement, ordonnant à Catherine et aux Durand de se réfugier dans un endroit sûr de la maison. « Restez ensemble et ne sortez pas, peu importe ce que vous entendez », a-t-il ordonné, avant de se tourner pour affronter la menace. Armé seulement de son courage et des compétences acquises au fil des années de service militaire, Sébastien a progressé à travers les couloirs sombres du manoir, chaque pas le rapprochant davantage de l'affrontement imminent. Les assaillants, surpris par la résistance inattendue, ont hésité, mais se sont rapidement regroupés, lançant une attaque féroce. Ce qui s'est ensuivi a été un combat dramatique, marqué par des moments de tension palpable et des actes de courage intrépides. Sébastien, bien que dépassé en nombre, a utilisé sa formation pour neutraliser les envahisseurs un par un, utilisant l'environnement à son avantage et saisissant chaque opportunité pour désarmer et neutraliser ses adversaires. Cependant, la lutte ne s'est pas limitée aux limites du manoir. La violence de l'affrontement a attiré l'attention de la communauté locale, qui, réalisant le danger auquel Catherine et les Durand étaient confrontés, n'a pas hésité à se joindre à la défense. Des voisins, jusqu'alors étrangers les uns aux autres, se sont unis dans un effort commun, armés de ce qu'ils pouvaient trouver, des bâtons en bois aux outils de jardin, prêts à protéger l'un des leurs. La solidarité inattendue de la communauté a pris les assaillants au dépourvu, déséquilibrant encore plus le combat. Ce que Christophe avait calculé comme une attaque décisive et rapide s'est transformé en une impasse, les habitants locaux faisant courageusement face aux envahisseurs, déterminés à défendre le manoir et ses occupants. Entre les coups et les cris, la lutte a culminé avec l'arrivée de la police, alertée par l'action rapide des voisins. Les assaillants, maintenant encerclés et surpassés, n'ont eu d'autre choix que de se rendre, chacun étant menotté et emmené. Alors que la poussière retombait et que le silence enveloppait à nouveau le manoir, Catherine, Amélie et Jacques sortirent de leur cachette, trouvant Sébastien et les voisins réunis dans ce qui restait du jardin frontal, la lune éclairant leurs visages marqués par la nuit d'épreuve. La gratitude de Catherine envers Sébastien et la communauté était immense, une émotion profonde qui dépassait les mots. Cette nuit-là, le courage et l'unité l'avaient emporté sur la cupidité et la violence, renforçant les liens entre Catherine et sa nouvelle famille, et entre tous ceux qui s'étaient levés pour défendre ce qui était juste. Le manoir des Durand, autrefois symbole de richesse et d'isolement, était devenu un phare de communauté et de résistance, un rappel du pouvoir de la solidarité humaine face au danger. Après que la tension de la nuit ait cédé la place à l'aube, le manoir des Durand, désormais entouré de véhicules de police, était le témoin du conflit qui s'y était déroulé. Les officiers, se déplaçant méthodiquement à travers la propriété, confirmaient l'arrestation de Christophe et de ses complices, chacun devant faire face à la justice pour ses actes. La chute de Christophe fut marquée non seulement par la perte de sa liberté, mais aussi par la révélation de ses intentions criminelles, exposant les profondeurs de sa cupidité et de son désespoir. Pendant que la police finalisait l'arrestation des envahisseurs, Catherine retrouva Sébastien, loin du chaos encore contenu. L'air frais du matin apportait un sentiment de renouveau et de soulagement. Elle le regarda, ses yeux reflétant un mélange d'émotions, gratitude, admiration et une reconnaissance silencieuse du lien indissoluble qu'ils partageaient désormais. « Sébastien, je ne sais pas comment te remercier », commença Catherine, la sincérité dans sa voix rompant le silence entre eux. « Tu as risqué tout pour me protéger, pour nous protéger. » Sébastien, avec un sourire modeste, répondit « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Toi et ta famille, vous êtes importants pour moi. » La simplicité de ces mots portait un poids de vérité et d'engagement, témoignant de son intégrité et de son courage.
Avec la menace de Christophe neutralisée, la question des bijoux de famille ressurgit, un héritage que Catherine reconnaissait maintenant comme à la fois une bénédiction et une responsabilité. Ensemble, dans la douce lumière du matin, Catherine et Sébastien réfléchirent au destin des bijoux. « Ma mère a gardé ces bijoux toute sa vie, pour moi, réfléchit Catherine, pensivement. Mais en voyant ce qui s'est passé, le danger qu'ils ont apporté, je me demande s'il y a un meilleur moyen d'honorer son héritage. » Sebastian écoutait attentivement, acquiesca. Ces bijoux, ils sont plus que de la richesse matérielle. Ils représentent l'histoire de ta famille, l'amour de ta mère pour toi. Peut-être pouvons-nous trouver un moyen d'utiliser cet héritage pour créer quelque chose de positif, quelque chose qui fasse la différence. L'idée résonna avec Catherine, éclairant un chemin devant eux que ni elle ni Sébastien n'avaient envisagé auparavant. Ils discutèrent de la possibilité d'établir un fonds ou une fondation au nom de Pénélope, utilisant la valeur des bijoux pour soutenir des causes qui reflétaient les valeurs et les passions que Pénélope avait défendues de son vivant. En décidant du futur des bijoux, Catherine et Sébastien ne choisissaient pas seulement un chemin pour l'héritage matériel de Pénélope, ils tissaient les valeurs d'amour, de sacrifice et de résilience de Pénélope dans le tissu de leur propre vie. Au milieu de la chute et de la rédemption de cette nuit tumultueuse, ils trouvèrent une direction partagée, un but qui unissait leur destin de manière significative et durable. Dans le calme qui suivit la tempête de la nuit précédente, Catherine et Sébastien se retrouvèrent à nouveau dans la salle qui était devenue le théâtre de tant de révélations. Cette fois, ils étaient accompagnés d'Amélie et de Jacques, tous réunis autour de l'ancienne table en chêne qui semblait contenir les histoires de générations. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres, baignant l'espace d'une lumière qui semblait promettre de nouveaux départs. Avec les événements de la nuit encore frais dans leurs esprits, le groupe partagea un moment de silence collectif, une pause réfléchie avant de discuter de l'avenir. C'est Catherine qui rompit le silence, partageant la décision qu'elle et Sébastien avaient prise concernant les bijoux de Pénélope. « Nous voulons que l'héritage de ma mère soit rappelé par quelque chose de plus que sa seule richesse matérielle, commença Catherine, la voix ferme et claire. Nous prévoyons de créer une fondation en son nom, en utilisant les bijoux pour soutenir des causes que nous croyons qu'elle aurait valorisées. Nous voulons créer des opportunités, répandre l'amour et l'espoir, de la même manière qu'elle l'a fait pour moi. » Amélie et Jacques écoutaient attentivement, leurs yeux brillants d'émotion et de fierté. « Pénélope aurait adoré cette idée, répondit Amélie, la voix étouffée par l'émotion. Elle a toujours cru au pouvoir de l'amour et de la générosité. Voir son héritage se perpétuer de cette manière, il n'y a pas de plus grand honneur. » C'est alors que Jacques, avec un sourire énigmatique, révéla un dernier secret sur les bijoux. « Ah, il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir, dit-il en se levant pour chercher une petite enveloppe usée par le temps. À l'intérieur, se trouvait une lettre écrite par Pénélope, destinée à Catherine, mais qui n'avait jamais été envoyée. La lettre révélait que les bijoux n'étaient pas simplement des objets de valeur matérielle. Ils étaient en fait un moyen de rassembler les membres de la famille Durand qui s'étaient perdus au fil des générations, chaque pièce symbolisant un lien perdu, une histoire oubliée. Pénélope avait prévu, un jour, d'utiliser les bijoux pour ramener la famille ensemble, pour guérir les anciennes blessures et restaurer les liens que le temps et les circonstances avaient brisés. La révélation laissa tout le monde dans la pièce dans un état d'admiration silencieuse. L'héritage des bijoux, et de Pénélope, était beaucoup plus profond et significatif que ce qu'aucun d'entre eux n'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de richesses matérielles, mais d'amour, de connexion et de famille, des valeurs qui transcendaient le temps et les générations. Animés par cette nouvelle compréhension, Catherine, Sébastien, Amélie et Jacques se sont unis non seulement autour de la mémoire de Pénélope, mais aussi autour d'un objectif commun. Ils étaient déterminés à utiliser les bijoux non seulement pour honorer l'héritage de Pénélope, mais aussi pour reconnecter les membres dispersés de la famille Durand, célébrant les liens d'amour et d'unité que Pénélope avait tant lutté pour protéger. Dans ce moment d'union et de but partagé, Catherine a trouvé non seulement un moyen d'honorer la mémoire de sa mère, mais a également découvert un sentiment d'appartenance et d'amour inconditionnel envers Sébastien et ses grands-parents. Ensemble, ils avançaient, guidés par la lumière de l'héritage de Pénélope, prêts à affronter l'avenir en tant que famille unie, renforcés par les liens qui les unissaient.